challenge ici, celui d'animer une des dernières conférences de la matinée, vous avez faim. Et puis le deuxième, c'est de vous parler de droit. Et c'est généralement quelque chose d'assez ennuyeux. Je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle qui se dénoncent. Il n'y en a pas. Je les aurais reconnus de toute façon, puisque moi-même, je suis juriste. Et que je retourne à mes anciennes amours, puisqu'avant de fonder Citobi et Actito, j'étais chercheur en droit de la consommation. Chercheur, voilà. En droit de la consommation et en droit de l'Internet. Et une de mes dernières études a porté précisément sur la protection du consommateur au regard des données personnelles. Et dans la suite de ce que j'ai fait et de ce qu'on a fait chez Actito, cette préoccupation, elle est toujours restée très très présente. Évidemment, l'actualité ici nous donne l'occasion de la remettre à l'avant-plan. Alors j'imagine que ça marche aussi, c'est bien, voilà. Le sujet de l'année, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, the elephant in the room. C'est ce qu'on appelle le RGPD. Alors levez la main ceux qui savent ce que c'est. Ah ben quand même un peu plus. Donc il y a des juristes, des non-juristes plutôt, qui savent ce que c'est que le RGPD. C'est le hashtag à la mode, généralement dans sa version anglaise, qui est plutôt GDPR. RGPD en français, c'est le Règlement général sur la protection des données. C'est un texte qui va entrer en vigueur bientôt, même très bientôt, le 25 mai 2018. Et ça va occuper évidemment beaucoup de monde dans toutes les entreprises qui traitent de près ou de loin des données personnelles. Forcément, si vous êtes dans le domaine du marketing, vous allez en traiter et vous allez surtout devoir affronter la digestion de ce texte. On m'a posé la question donc, de savoir ce qui allait se passer en 2018 et j'ai pris ma boule de cristal, savoir un petit peu ce que ça allait bouleverser, si ça allait bouleverser les habitudes justement du secteur du marketing. Et je dois vous dire que, peut-être que c'est un peu décevant, ce ne sera pas révolutionnaire. Ce sera pas révolutionnaire parce qu'en gros, on reprend des principes qui existent déjà depuis très très longtemps et on les remet à une sauce où c'est probablement plus intégré, où c'est plus approfondi, mais en fin de compte, les grands principes de la protection des données n'ont pas fondamentalement évolué. Ce qui évolue en revanche, c'est le fait que de autant de textes qu'il y a d'États membres, on passe à un seul texte. On passe de ce qu'on appelle une directive, désolé pour les non-juristes, donc toute la salle, on passe d'une directive qui est un texte qui doit être transposé dans chacun des États membres, ce qui aboutit finalement à ce qu'il y ait 28 textes différents, puisque chaque État membre a fait sa propre transposition et qu'il est impossible dès lors d'avoir la même interprétation dans deux États membres, ce qui donne des effets de bord du style Facebook s'installe en Irlande parce qu'ils savent très très bien que l'implémentation de la directive qui est faite par l'Irlande est très laxiste et donc ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Bien, on va passer à un stade où on n'a plus qu'un seul texte. Mais attention, ça, c'est le bon côté des choses, on garde 28 000. Donc, de toute manière, on va avoir des interprétations qui vont diverger. Puis la jurisprudence qui va se faire dans chacun des États membres va faire qu'on n'aura pas une approche complètement harmonisée de la protection des données, mais ça va quand même dans le bon sens. Champ d'application, je l'ai fait à la juriste. D'ailleurs, je vous ai épargné tous les textes juridiques, mais pour ceux qui veulent approfondir un petit peu la réflexion, la présentation qui sera diffusée, elle contient les textes et elle va un peu plus loin. Voilà. Et puis, je suis toujours disponible. Le traitement automatisé des données, c'est ça qui nous occupe. On traite de manière automatisée des données. Très important. Traiter est un mot important, automatiser est un mot important et donner est un mot important. C'est bel et bien des données personnelles qu'on traite ici, donc des données qui sont identifiables, qu'on peut relier à une personne déterminée. C'est un traitement automatisé, donc si vous tenez un agenda papier sur un filofax ou dans un Moleskine, ce n'est pas couvert évidemment par le texte. Par contre, une fois que vous le mettez dans un ordinateur, eh bien, ça devient un traitement automatisé des données. Autre aspect, c'est le champ d'application. Alors, c'est toute l'Europe, mais pas que. D'abord parce que vous voyez qu'il y a des irréductibles sur la carte en rouge, eh bien, eux, ils posent un problème, parce que même si le Brexit se passe, ce qui n'est encore pas du tout sûr, ils vont quand même se retrouver dans une situation où pendant un certain temps, ils vont continuer à devoir appliquer le droit européen, et donc pendant un certain temps, le règlement va s'appliquer chez eux. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, on ne sait surtout pas très bien comment ça va se passer après, enfin, on ne fait pas ici de devinette. Disons-nous, et ça je crois que ça doit être la base, c'est le même traitement, ça s'appliquera à toutes les personnes qui vivent dans le territoire de l'Union européenne, mais que dans certains cas, il y a des effets d'externalité, d'extranéité, qui font que ça s'applique même à des gens qui ne se trouvent pas dans l'Union européenne. On va faire simple parce que ça, c'est généralement le casse-tête de tous les étudiants en droit, c'est de savoir comment une loi s'applique internationalement.
C'est plus simple ici, puisqu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas déterminer d'État à État dans l'Union européenne quel droit va s'appliquer, mais par contre, ça devient compliqué dès qu'on parle en dehors des frontières de l'Union. Alors, dans les principes de ce qui ne change pas vraiment, puisque tous ces concepts existaient déjà dans l'ancien dispositif, bien, il y a l'idée du consentement. Le consentement, c'est la base de tout. C'est ça qui valide les traitements de données. Donc la base, le principal moyen d'utiliser et de traiter des données provenant d'un consommateur, d'une personne, eh bien, c'est de lui demander son consentement. Et ici, là où le texte diffère un petit peu de ce qu'il y avait avant, c'est qu'on a renforcé très nettement les exigences de consentement. Par exemple, la manière dont le consentement doit être exprimé doit être encore beaucoup plus claire qu'autrefois. Par exemple, on n'admettra plus des cases précochées pour valider un consentement. On n'admettra plus le consentement des enfants de moins de 13 ans. On n'acceptera plus non plus l'idée qu'un consentement est donné ad vitam aeternam. On peut toujours revenir sur son consentement. En ce qui concerne les droits de la personne, il y a un concept également qui est fondamental, qui est celui de la transparence. Et ça, c'est un concept qui revient un peu partout dans le règlement. Il revient même un peu toutes les sauces, parce que déjà, on parle de transparence pour les organisations qui devront documenter et définir clairement ce qu'elles font avec les données, mais on devra également parler de transparence à l'égard des consommateurs en leur expliquant, et là, le règlement est ultra clair, il dit, eh bien, il faudra le faire, il faudra transmettre les informations à la personne d'une manière simple. Alors simple, ça c'est un mot que les juristes détestent, parce qu'évidemment simple, ça permet toutes les interprétations, mais c'est comme ça que c'est dans le texte, donc on va dire que ce sera simple dorénavant, on peut espérer. Les juristes vivent toujours d'espoir et pas d'eau claire, non, mais généralement d'euros. Enfin bon, cela étant, j'en reviens à ces droits du consommateur. Je parle ici, je reviens sur les concepts de consentement, parce que le consentement, contrairement à ce qui se passait avant, où c'était du moins le concept en vogue, eh bien ce consentement était irrévocable. Vous aviez donné une fois vos données pouvaient être transmises à tout un chacun à travers la planète. Eh bien, ça n'existe plus. Vous avez un droit qui vous permet de récupérer la propriété de vos données, de récupérer ce droit au consentement. Par exemple, si on a récolté des données quand vous étiez enfant, eh bien vous avez le droit, une fois que vous sortez de l'âge de l'enfance, d'exprimer votre souhait de voir vos données effacées. Ça, c'est une nouveauté, et ça a évidemment beaucoup d'impact pour les gens qui disposent aujourd'hui d'adresses e-mail, par exemple, d'enfants dans leur base de données. On a également la possibilité de faire valoir ce droit de manière récursive. Ça, c'est une invention à moi, c'est pas dans le texte, mais ça veut dire qu'on peut aller rechercher, on peut exprimer son consentement et sa volonté d'être effacé chez toutes les personnes qui ont reçu les données à partir de la première collecte. Donc si vous avez, ça se voit souvent sur les sites internet, une case qui dit « Vous acceptez irrévocablement que je transmette toutes les données à tous les tiers qui sont mes partenaires », eh bien, vous, en tant que responsable du traitement, vous aurez l'obligation de trouver un moyen pour aller récupérer les données où qu'elles se trouvent. Ça va être une jolie pagaille. Alors, un autre beau concept, ça c'est nouveau, c'est le concept de la portabilité des données. Magnifique. Donc c'est une idée qui permet à quelqu'un qui est inscrit par exemple sur Facebook, quand il n'aime plus Facebook, d'aller demander à Mark Zuckerberg de lui rendre ses données, ça fait un tas comme ça de feuilles, et d'aller les uploader chez Twitter. Donc ça c'est le concept, on doit pouvoir changer de service et récupérer ces données. Là c'est un beau concept parce que on ne voit pas très très bien, alors même si le texte dit qu'on va mettre en place des normes pour transférer les données, on ne voit pas très bien comment ça va se faire, et donc là les juristes vont s'amuser. Droit d'opposition, aussi un concept un petit peu nouveau, donc opposition possible à toutes sortes de traitements, et en particulier à un traitement qui nous concerne tous, la possibilité à tout moment et simplement de s'opposer à l'utilisation des données à des fins de marketing direct. Tout ce qu'on fait dans le cadre de l'Internet, c'est du marketing direct. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça fait. Donc vous devez, à ce moment-là, offrir à toute personne, de manière simple, d'exprimer son vœu de ne plus figurer dans les traitements à des fins de marketing direct. Également, possibilité de s'opposer au profilage. Donc, si vous créez des profils sur base des préférences des utilisateurs, eh bien, l'utilisateur peut s'y opposer. On conçoit que ça fait vaciller sur ces bases une grosse partie de l'industrie. Plein d'obligations un peu casse-pieds, mais malgré tout intéressant, d'avoir l'obligation de documenter les traitements. Ça remplace ce qu'il y avait avant, qui était un mécanisme assez idiot, qui consistait à vous obliger à envoyer à votre CNIL local une déclaration de traitement. Ça ne servait à rien, c'était juste stocké à la CNIL, ça n'a jamais servi à rien, honnêtement. Maintenant, ce qu'on fait dans le règlement, c'est qu'on change la donne. Il ne faut plus avertir la CNIL de ce qu'on
va traiter des données, mais il faut garder en interne un registre qui indique précisément ce qu'on va faire avec les données. Ça va être sport. Un beau concept ici, c'est la notion de privacy by design. C'est un concept que j'ai laissé en anglais parce que c'est beaucoup plus joli en anglais, n'en déplaise à tout bon, ça existe toujours, qu'en français. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'à tous les instants, à tous les moments où l'on établit une campagne de marketing, où on établit les bases d'un traitement, il faut penser à mettre en œuvre les principes du règlement. Et non seulement il faut y penser, mais il faut dire qu'on y a pensé, donc il va falloir documenter. Ça fait du boulot en plus. Un autre concept assez joli, de nouveau en anglais, ça marche mieux qu'en français, c'est le concept de data minimization. Data minimization, ça veut dire quoi? Ça veut dire, plus vous récoltez des données, plus vous avez de responsabilités. Si vous voulez éviter les problèmes, eh bien vous récoltez moins de données. Alors vous allez me dire, c'est parfaitement antinomique avec le big data. Et vous aurez probablement raison. Effectivement, collecter des tonnes et des tonnes de données au cas où, en se disant que peut-être un jour on mettrait un algorithme dessus et qu'il allait nous trouver quelque chose d'intéressant, bien ça ne sera plus possible, puisque c'est tout à fait contraire aux principes de finalité qui sont contenus dans le règlement. Ça me permet de mettre en lumière un concept que nous, on a mis en place depuis longtemps chez Actito, qui est le principe de smart data, c'est d'essayer de trouver dans tous les chevaux des données de l'entreprise les données qui sont pertinentes, et on ne va traiter que celles-là. C'est ce rapport 20-80 qu'on met souvent en avant, qui est de dire, dans ces 20% de données, il y a probablement suffisamment d'éléments qui vous permettent de faire votre boulot, et donc on va se concentrer là-dessus. On a augmenté la responsabilité des sous-traitants, ça c'est nous par exemple, donc on a des tas de responsabilités en plus, notamment celle de faire en sorte que les données soient sécurisées. Rassurez-vous, c'était déjà sécurisé, on met beaucoup d'argent là-dedans, mais ici on va beaucoup plus loin, parce qu'on va jusqu'à mettre en avant des normes à respecter en vue d'assurer la sécurité des données. Nouveau aussi, l'obligation de communiquer les failles. Si vous vous faites hacker, eh bien vous ne pouvez plus le cacher, vous ne pouvez plus faire comme Yahoo l'a fait pendant des années, qui a caché la fuite de 1,5 milliard de données. C'était gros, mais plus que c'est gros, plus ça passe manifestement. Donc ici, si vous vous faites hacker, vous devez avertir l'autorité de contrôle, en premier lieu, dans les 24 heures, sauf si vous avez une bonne raison de le faire, mais en généralement, vous n'avez pas de bonne raison de le faire. Deuxièmement, votre client, donc le responsable du traitement, si vous êtes sous-traitant. Et enfin, le consommateur final. Et c'est là, évidemment, que ça fait du grabuge, parce que votre marque est ruinée ad vitam. Enfin, ça c'est pour les juristes qui ne sont pas dans la salle, c'est la profession d'avenir. C'est le DPO, de nouveau en anglais, Data Privacy Officer, c'est beaucoup mieux que le responsable de la protection des données en français. Il faudrait faire tous les règlements en anglais. Le Data Privacy Officer, ça va être une des personnes les plus importantes dans les entreprises qui collectent des données personnelles, pour des tas de raisons. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois un juriste et un technicien. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est le métier d'avenir, du genre, il y en aura quelques milliers qui manquent d'ici le 25 mai 2018, mais il faut 5 ans pour faire des études de droit et 5 ans pour faire des études d'IT, donc ça va être dur. Enfin, tout est possible. Une intelligence artificielle, probablement. Donc ceci nous pend au nez. Une des choses qu'il faut savoir, c'est que le Data Privacy Officer, il est mieux protégé qu'un délégué syndical, puisqu'il est inamovible dans l'entreprise pour une période de 2 ans. Donc il y a intérêt à trouver un qui est sympa. Enfin, heureusement, comme c'est très difficile de mettre tout ça en œuvre, il va y avoir des certifications, des normes ISO machin chose, qui vont vous permettre de dire que vous faites tout bien. On espère qu'il y aura, de nouveau, ça c'est contenu dans le règlement. Il y a chaque fois dans le règlement un petit truc qui dit « Et la Commission européenne prendra des mesures pour simplifier tout ça ». On attend de voir. Alors, ici, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, parce que c'était le feuilleton de l'année dernière, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos données à partir du moment où le règlement dit qu'on ne peut pas transférer des données vers des États qui n'offrent pas le même niveau de protection que l'Union européenne. Partant du principe que personne n'offre le même niveau de protection, parce que franchement, on est allé très très loin, eh bien on ne peut envoyer des données nulle part. Gros problème, évidemment, Visa, Mastercard, Facebook et consorts, ils traitent des données aux États-Unis. Donc, que fait la Commission? Toujours la Commission qui a un petit article qui lui permet de faire tout ce qu'elle veut de l'autre côté. Elle sort de son chapeau un truc, c'est ça. Le Privacy Shield,
qui est en gros un truc qui dit, bien voilà, vous pouvez sans problème envoyer vos données aux États-Unis, parce que là, maintenant, nous estimons, Commission européenne, qu'en fait, ils ont le même niveau que nous. C'est le tour de passe-passe qui transforme le pays de l'oncle Sam, ou de l'oncle Trump maintenant, en un coffre-fort pour les données. On rigole doucement. Celui qui a réussi, qui est la cause de tout ça, c'est Max Schrems. C'est un Autrichien qui a attaqué Facebook devant un tribunal irlandais en disant en gros mais vous ne respectez pas du tout les données personnelles de vos utilisateurs, ce qui est vrai et manifeste et tout le monde le sait, et ça n'empêche personne de dormir, jusqu'au moment où il a dit écoutez, vous basez, vous Facebook, sur un instrument qui est le Safe Harbor, mais le Safe Harbor c'est n'importe quoi, c'est la commission qui a rêvé tout haut et qui a inventé un truc de son chapeau, ça ne vaut rien. Et la Cour européenne l'a suivi, le Safe Harbor est mort de sa belle mort, mais c'est magique parce que la Commission, dans les mois qui ont suivi, a ressorti le même truc, a changé le nom, et donc on est reparti pour un tour. Il n'y a aucune chance, et je suis prêt à signer avec mon sang, que le Privacy Shield dure beaucoup plus longtemps que le Safe Harbor. Il va se faire atomiser. Évidemment, l'attitude de Trump aux États-Unis pour le moment, c'est pas de nature à calmer les ardeurs des juristes en droit de la protection des données personnelles. Un autre instrument qui est souvent utilisé par pas mal d'acteurs américains, c'est ce qu'on appelle les clauses contractuelles standards. Ils mettent en fait dans le contrat, et donc nous respectons, je vais bientôt avoir fini, mais nous respectons toutes les données, nous respectons tout, voilà, mais il ne faut pas les croire. Faut savoir que ça ne concerne pas seulement les data centers, mais ça concerne toutes les personnes qui vont toucher de près ou de loin aux données. Autre chose, c'est si vous avez un problème, que la CNIL ici vous dit où est-ce que vous avez mis vos données et que ça ne correspond pas à ce que vous deviez faire, vous pouvez toujours espérer d'aller faire un procès à Austin, au Texas, contre un provider américain. Vous oubliez, vous ne le ferez pas. Conséquence, il faut faire attention. Pourquoi ? 4% du chiffre d'affaires mondial, c'est l'amende qui peut être infligée, plus de 10 millions d'euros. Alors tout ça a beaucoup de conséquences, et la première, c'est de dire, mais est-ce que ça ne signe pas la fin de ce qu'on appelle l'API economy, c'est-à-dire plein d'acteurs qui parlent entre eux et qui s'échangent des données ? Probablement que oui. Vous ne pourrez plus continuer à avoir votre fournisseur de landing page quelque part justement aux États-Unis, un autre qui envoie des emails qui se trouvent en Australie et qui se communiquent entre eux. Ça va plus se faire. Donc la question c'est, est-ce que c'est une prime donnée aux suites intégrées ? C'est un peu ce qu'on fait. Question. Eh bien, oui et non. Bien sûr, c'est plus facile d'avoir affaire à un seul acteur qui respecte toutes les règles, mais si on prend les grands marketing clouds qui existent sur le marché, je ne vais pas citer des marques concurrentes, en fait, c'est un assemblage de toutes sortes de solutions qui proviennent d'acteurs différents et qui ont forcément des degrés de maturité totalement différents en matière de protection des données personnelles. Donc, ce n'est probablement pas la solution pour échapper à la fameuse amende. Ça, c'était la séquence pour vous faire peur. Et puis, pour terminer sur une note positive, je reviens aux sources. Et pour moi, les sources, je suis juriste, je vous rappelle, c'est pas pour rien qu'Actito s'appelle Actito. Et ceux qui sont intéressés de savoir ce que ça veut dire, ils n'ont qu'à venir me voir tout à l'heure à la pause. Mais je reviens à la notion de données, et data même, puisqu'on parle de data privacy. Data, c'est du latin. Ça vient du verbe dare, dedi datum. Okay ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner, mais pas donner par testament, ça veut dire donner en main propre. Donc qu'est-ce à dire et qu'est-ce que ça a comme impact sur notre réflexion ici ? C'est de dire vos consommateurs, vos clients, s'ils vous ont donné des données en main propre, c'est parce qu'ils vous font confiance. Donc si vous faites n'importe quoi avec ces données, eh bien vous avez rompu ce lien de confiance. Donc je pense qu'il faut revenir à cette source-là et comprendre l'importance que ça a, ce contrat qui est passé avec le consommateur, qui attend de vous que vous fassiez le nécessaire pour protéger les données et que vous utilisiez des sous-traitants qui respectent les règles en matière de protection des données personnelles. Et je vais même aller plus loin. La privacy, c'est souvent vu comme un bug dans la matrice pour certains, en disant mais ça nous empêche de vivre. Et moi, je vois ça plutôt comme une feature. Et je vais prendre deux exemples qui sont marquants et que vous connaissez tous. D'abord, Apple a fait son cheval de bataille de la protection de la privacy. Peut-être pas qu'ils ne sont pas, je crois, à 100% les meilleurs sur tout, mais en tout cas, lorsqu'ils présentent un nouvel iPhone, eh bien, ils le présentent littéralement comme une feature, c'est-à-dire un élément de différenciation par rapport à Android, dont le business model est précisément d'utiliser le plus de données possible de manière à payer l'appareil qu'on n'a pas payé
autrement en s'abonnant très cher à un opérateur de téléphonie, en France en tout cas. Donc ça, c'est un premier exemple, et ça montre que l'on peut utiliser aujourd'hui la privacy, mettre en avant le fait qu'on est extrêmement rigoureux avec la privacy comme étant un argument commercial. Et l'autre, pour terminer, un peu de Suisse dans les idées, c'est de là que je viens ce matin. J'ai pris l'avion, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils sont très à cheval sur des tas de choses. Ils sont en particulier à cheval, évidemment, ils ont une longue tradition de secret. Alors, comme le secret bancaire, ça ne paye plus, ils ont trouvé une autre manière de faire du secret qui paye. Et le secret qui paye, c'est aujourd'hui de se présenter, comme le Luxembourg d'ailleurs, comme étant le pays le plus en pointe en termes de protection des données personnelles. Ils en ont fait également un argument commercial et je peux vous dire que ça marche. Voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là et je réponds. Merci.